Bien, bonjour, merci. Merci d'avoir répondu présent. On remet le jingle? Non, c'est pas la peine. Donc, sur une thématique qui est très intéressante. Alors, on a également d'autres personnes qui vont nous rejoindre dans 30 minutes. Donc, on prendra une trentaine de minutes avec notre premier lot d'experts. Et on appellera dans un deuxième temps, en complément, un deuxième lot d'experts qui vont venir parler d'une thématique qui est de la créativité à l'innovation et de l'innovation à la performance. Quel programme? Et nous avons donc pour réagir et interagir avec nous un grand expert du sujet du marketing de manière générale. Et je commence par toi, Gabriel, si tu le permets, pour te demander de nous parler finalement de ce processus de créativité. On parle d'innovation et de performance. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ces trois termes dans une même phrase, de plus est sur une thématique d'une table ronde? Alors on pourrait imaginer que la créativité par moment est antinomique de la performance. Alors absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas disruptif, eh bien on oublie d'être, je dirais, différent. Et surtout, on intéresse moins les cibles qui sont concernées. Et donc, être disruptif, c'est un art de création, c'est un art de vivre également, et c'est surtout un art de vente. Alors comment peut-on être disruptif? Hier soir, j'avais imaginé et j'ai proposé dans un des bouquins que j'ai écrit qu'il faut mettre en avant les 4 valeurs du désir, qui est la base pour moi de cette innovation. Alors je le répète, c'est pratiquer l'humour, quelle que soit la création, créer l'intrigue, c'est-à-dire l'innovation doit procéder d'une intrigue pour permettre à ceux qui sont sensibles d'aller plus loin. Troisièmement, provoquer l'inattendu. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. Et aujourd'hui, il y a une approche de création que je trouve particulièrement intéressante. C'est ce qu'on appelle le flow-somme, c'est-à-dire flow veut dire défaut, et somme, ça vient de awesome, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, comme la campagne Flow-Somme, et donc comme la campagne mythique qui a eu le grand prix de la publicité en France, aimez vos défauts, ou bien chez un distributeur d'aliments qui a dit nous aimons les clients chiants. Et donc cette approche-là est très intéressante. Et après de provoquer l'inattendu, il faut susciter la séduction, et l'innovation est vraiment un élément clé pour cela. Merci Gabriel, je me retourne vers Hicham. Hicham Hlou, designer de renommée internationale. Mes premiers contacts avec toi, Hicham, je ne savais pas ce que tu faisais exactement, parce que j'ai vu que tu faisais des montres, des chichas, et puis des bâtiments, et puis tu dessinais des lignes de vêtements, et puis tu travaillais sur de l'industriel. Et finalement, je me suis dit, est-ce qu'il est en train de faire n'importe quoi? Ou alors est-ce qu'il y a une démarche? Et tu m'as expliqué que finalement, il y a une démarche dans tout ça, qui est une démarche user-centrique, qui s'appelle le design thinking. Et bien après, bon, tu as pris le temps de m'expliquer, et là, je comprends un peu mieux. Est-ce que tu peux justement nous parler du design thinking, et comment est-ce qu'on peut travailler sur des sujets aussi diversifiés, aussi différents d'apparence, mais toujours dans cette logique de création de valeur ajoutée, d'innovation, dans le sens pertinent du terme, dans le sens performance? Merci Reda. Merci Hicham pour l'invitation. Donc, mesdames, messieurs, bonjour aux panélistes. Bon, en fait, ta question est large et je rejoins ce que tu dis. Et par rapport à ce que me disent certaines personnes, tu es un touche-à-tout. C'est un peu qu'ils perçoivent ça comme ça. C'est comme si on sautait du coq à l'âne parce que c'est comme ça et puis on n'a pas le choix. Or que le domaine qui englobe le design, on parle souvent de design global, parce que le design est global. On fait du 360 degrés. Le cœur du métier, c'est le centre de ce 360 degrés, c'est penser design. Penser design au service de l'entreprise, au service des collectivités locales, au service des politiques, au service d'une économie d'un pays. De l'innovation, on dit le moteur de l'innovation, c'est le design. Et donc, designer des mondes, designer des auvents autoroutiers, designer des bouteilles, designer des hôtels, c'est être au service. On parle aussi de design service. Il y a même une organisation internationale qui régit le design de service.
Il y a plusieurs organisations internationales, dont la World Design Organization, qui est l'organisation mondiale du design qui m'a nommé il y a quelques mois représentant au Maroc, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, et avec qui on est en train de monter, avec Africa Design Days que j'ai fondé, dont tu fais partie du comité, les World Design Talks fin juin à Rabat au Maroc. Donc le Maroc maintenant est reconnu par l'organisation. On l'annonce formellement, parce que je pense que c'est la première fois que tu l'annonces devant un public. Le Maroc aura le privilège d'accueillir les World Design Talks, qui sont un peu un événement phare de la World Design Organization, les 28, 29 et 30 juin à Rabat. Voilà. Donc le site web Africa Design Days va être lancé dans pas longtemps. Et les gens pourront s'inscrire pour accéder au forum. On aura des panélistes de premier ordre, dont Nabil Hilali en face, qui est un spécialiste du design thinking et de l'innovation. Qu'on aura juste après. Et enseignant à l'ESCA de l'école de business de Casa. Et on aura le président de l'organisation et plusieurs personnes. En fait, l'idée, c'était de mettre le pied dans le plat. Le Maroc est pour la première fois reconnu par l'organisation comme un territoire du design en Afrique et dans le monde. Et aujourd'hui, 2 pays deviennent des porte-drapeaux de ce domaine, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc. C'est stratégiquement très important pour le Maroc, qui aujourd'hui est un hub et est reconnu aussi comme un hub potentiel du design. Donc le plus important pour continuer ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, moi je pense que pour favoriser la compréhension de ce que c'est que le design, j'en parlais tout à l'heure à ma voisine, et on était en train de se dire que la plupart des clusters, la plupart des incubateurs de start-up au Maroc, de tout ce qui parle d'innovation, on parle de tout sauf design. Jamais. Le design n'est jamais cité. Si on parle d'une manière globale d'industrie créative et culturelle qui génère beaucoup plus de business que l'industrie automobile elle-même, de tous les forums qui se font économiques au Maroc, jamais il y a un panel qui est dédié à l'industrie créative et culturelle. Jamais. Alors que c'est une tare et une erreur. Dans aucune entreprise au Maroc, nous n'avons un directeur du design management, alors que dans le monde entier, c'est un métier transversal au directeur de marketing. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas intégré dans les politiques des entreprises, parce qu'aujourd'hui on parle d'entreprise dans cet événement, qu'on n'intègre pas la politique du design thinking, d'abord penser design pour pouvoir créer un écosystème à l'intérieur de l'entreprise, pour pouvoir accueillir, pourquoi pas, une agence de design ou un designer pour travailler avec lui ou avec une entité, on ne pourra pas être apte à le faire. Quand on fait de l'innovation, on fait du design. Donc on a aujourd'hui une vraie problématique au Maroc par rapport à ce domaine. Il n'y a pas d'écosystème. La plupart des entreprises ou des grandes entreprises, quand elles ont besoin de se poser la question sur une de leurs problématiques, soit pour créer une marque, soit pour créer un packaging, soit pour faire un tas de choses, parce que le design touche tous les domaines, ils font appel à des compétences étrangères. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un écosystème économique adéquat qui puisse mettre en avant ses potentialités, les structurer et dire, voilà, nous avons un véritable potentiel. Il est là, il y a de la créativité. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas. Mais l'entreprise au Maroc doit comprendre que le design est très important. Le design est générateur d'un tas de choses dans beaucoup d'économies. Si on parle d'Inouï, l'ADN d'Inouï est une ADN design. Et ils ont fait appel à une agence de design pour créer leur marque, leur concept de boutique, créer tout leur écosystème pour être identifié en tant que marque et en tant qu'entreprise. C'est une marque, voilà. Exact. Merci Hicham. Je rappelle aussi que tu es président de la Fédération marocaine du design industriel et semi-industriel, qui a justement pour vocation d'organiser un peu ce secteur et de lui donner la place qu'il faut sur... En fait, c'est elle qui porte Africa Design Days, Africa Design Awards, qui sont reconnus maintenant par le WDO. Exact. Et aujourd'hui, qu'on est en train de restructurer d'ailleurs tous ensemble pour essayer d'aller de l'avant et structurer un peu plus le domaine. Je pense que maintenant, en étant adossé à la WDO, on pourra aller beaucoup plus vite. Merci Hicham. Merci. Alors, on a eu l'avis de 2 experts, Gabriel et Hicham. Maintenant, on va revenir au monde de l'entreprise. Et je commence, si tu le permets, je sais que tu es un gentleman par Madame Baez, autant pour moi, qui est manager de l'Open Innovation chez Inouï. Tout un programme. Alors, je souhaite que d'abord, si vous le permettez, vous nous parliez de votre rôle. C'est quoi un manager de l'Open Innovation? Est-ce qu'il y a un manager de la Closed Innovation chez Inouï également? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? et nous parler un peu de votre rôle et puis un peu comment vous intégrez cette notion-là dans la performance finalement d'un opérateur telco qui est Inouï.
Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation et puis je suis vraiment ravie de faire partie de ce panel très intéressant et surtout très complémentaire. Alors c'est quoi l'open innovation? Donc c'est de l'innovation constructive. Donc il n'y a pas de closed innovation puisque l'innovation se veut avant tout être en mode co-constructif. Alors pour la régie, c'est Zineb, pardon, Baiz, manager Open Innovation chez Inouï. Je suis désolé, mais on m'a tiré les oreilles tout à l'heure, donc moi je Non, m'exécute. Ça ira. Je, Ça ira, je ça vous, ira. je vous rends la parole. Alors, en fait, mon rôle, c'est vraiment de mettre en contact Inouï avec son écosystème externe et interne aussi. En fait, déjà, Inouï, c'est une start-up, c'était une start-up à l'origine. Donc, c'est une boîte qui s'est construite avec son écosystème, avec ses clients, avec ses partenaires et aussi en interne. Donc, c'est une boîte innovante par essence. L'Open Innovation, c'est vraiment une démarche, ce poste-là ou bien cette mission, c'était juste pour officialiser quelque chose qui se vivait déjà et pour la rendre de plus en plus formelle. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place des partenariats constructifs avec notre écosystème de start-up, de partenaires, de clients, de fournisseurs, et puis de construire ensemble les solutions de demain. Ceci se concrétise comment? Dernièrement, vous avez dû voir notre partenariat avec Numa, qui est aujourd'hui un accélérateur et un incubateur de start-up au Maroc, qui est affilié à un réseau international, avec lequel on a organisé un certain nombre de programmes. Il y a un programme Data City, il y a eu une semaine l'Impact Camp pour les projets en Green Tech. Aujourd'hui, on est en train de faire appel à notre écosystème pour construire, pour mettre l'innovation au service de l'éducation pour notre plateforme e-Madrasa. Donc là, on est en plein dans le digital. Donc pour optimiser notre plateforme e-Madrasa, on fait appel à l'écosystème pour leur dire, écoutez, vous êtes là pour nous donner des idées et pour éventuellement, pour qu'on vous implique dans les solutions qu'on va implémenter en interne. Donc, on est dans un mode collaboratif. On a lancé ce week-end un hackathon Smart Store Solutions avec Hack and Pitch. L'idée, c'était aussi d'associer cet écosystème avec Inouï pour construire des solutions innovantes à destination de notre réseau de distribution. On a aussi d'autres partenariats qui sont en train de se faire. On est aussi avec Injaz Al Maghrib sur la partie idées, sensibilisation des jeunes depuis le lycée. Alors ça, c'est l'open innovation. Pour parler justement sur le sujet d'innovation, l'innovation ne se décide pas. C'est pas quelque chose, on ne claque pas des doigts et on dit aujourd'hui on va innover, pas du tout. C'est quelque chose qui se vit. C'est un mindset, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Alors justement, pour tout ça, on a besoin d'avoir une vision, on a besoin d'avoir une stratégie, une démarche. Et cette démarche aujourd'hui, on veut s'inspirer des startups. Pourquoi? Parce que quand on parle de start-up, on parle de prise d'initiative, on parle de prise de risque, on parle de collaboration, de co-construction, de flexibilité, de transversalité. Et c'est vraiment des qualités qui sont importantes aujourd'hui dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'aller à notre rythme, on ne peut pas se permettre d'être en mode fermé. On doit s'ouvrir aussi bien à nos collaborateurs, aussi bien les inciter à avoir ce mindset-là que vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ceci se matérialise avant tout. Pourquoi c'est important? C'est important, mais il faut avoir un sponsoring en interne. Donc, aujourd'hui, on a un top management qui est tout à fait engagé dans cette démarche, qui la diffuse aussi bien en interne qu'en externe. Et donc, c'est quelque chose, c'est un prérequis essentiel pour mettre en place les bases, justement, de l'innovation dans une entreprise. Merci, Madame Bess. Donc, Inouï, une start-up à la base, mais qui depuis pèse quelques milliards de dirhams, mais qui cherche finalement à retrouver cet esprit start-up pour ces valeurs-là. L'esprit start-up, on l'a toujours eu. On l'a toujours eu, mais en tout cas, on le renforce, on le nourrit. Exactement, dans une grande structure. Exact. Alors, ouais. Je vais interpeller sans transition Fahd Bennani. Alors, Fahd Bennani est directeur général de Iwaco et de Islahat, et donc faisant partie du groupe Teman. Exact. Et tu es également patron de Teman Distribution. Alors, l'approche de Teman Group a été un peu différente. C'est de créer une start-up finalement et de ne pas se dire on va juste chercher, maintenir, nourrir le mot start-up. On va dire c'est une approche un peu innovante également de se dire on est un groupe, mais on va mettre en place une équipe qui va développer un projet en mode start-up et on va leur donner les moyens d'une start-up, c'est-à-dire très peu de choses, beaucoup de brain power, mais une assise derrière parce qu'on s'appuie quand même sur une expertise.
Est-ce que tu peux nous en parler, Fahd, et nous donner un peu plus j'ai envie de dire, d'éléments concrets sur ce qui est en train de se passer dans cette approche-là, Merci. sur différents projets que tu es en train de piloter? Bien sûr, merci Reda. Je rebondis juste d'abord par rapport à ce qu'a dit Madame Beyz, parce qu'effectivement, le groupe aussi fait partie de l'écosystème de Inouï et on a démarré dans cet écosystème de distribution. Et je confirme que le mindset de Inouï est un mindset de start-up, effectivement, qui est venu pour faire une disruption du modèle opérateur tel qu'il existait, avec le lancement de sa première marque Bain, puis le lancement de Wanamobile, puis le lancement de Inouï. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et Iwako, dans cet écosystème, qui est à la base un distributeur telco avec un ensemble de points de vente à l'échelle nationale, on s'est posé la question, est-ce que notre rôle, c'est juste de continuer à être distributeur, qui est déjà très bien, ou bien essayer de créer, d'innover pour créer un environnement start-up au sein d'Iwako qui va nous permettre de créer les futurs relais de croissance pour cette boîte. Alors je m'explique. Je voudrais juste peut-être ramener le débat à une question de l'innovation. Et la question est, est-ce qu'on a le choix d'innover? C'est innover ou mourir. Parce qu'aujourd'hui, on n'innove pas pour innover, on n'innove pas pour faire différent, on innove pour créer de la valeur. Et donc, on met cette innovation au service de quoi? Et je n'oserais pas parler d'innovation sans parler de deux personnages. Un historique et l'autre actuel. Un jeune, comme nous, la quarantaine. Le premier, c'est Descartes. Descartes, début du XVIIe siècle. C'est ça, début du XVIIe siècle. Il avait dit quelque chose qui est juste valable aujourd'hui, très valable. C'est qu'il faut au moins une fois dans sa vie oublier tout ce qu'on a connu et refaire son système de connaissances. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'innovation. On ne peut pas aujourd'hui répondre à des défis actuels, des défis futurs, avec des connaissances du passé. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un prérequis. Et le deuxième personnage, je parlerai de Elon Musk. Elon Musk, PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, quelqu'un qui aujourd'hui complètement disruptif dans son mindset, quelqu'un qui pense différemment et quelqu'un qui aujourd'hui rapidement nous dit qu'il y a 4 axes qui sont primordiaux pour chaque entrepreneur, pour chaque personne qui innove, qui sont aujourd'hui tout simplement l'obsession de la question. Les gens cherchent souvent à donner une réponse, mais ne cherchent pas à se poser la bonne question. Parce que quand on se pose la bonne question, la réponse vient de manière très évidente. Et parfois, on trouve, et ça c'est, je vous l'expliquerai concrètement avec des exemples terrain, parfois on est omnibulé par apporter des réponses aux mauvaises questions. Et on ne se prend pas le temps, on n'est pas obsédé pour trouver d'abord la bonne question. À quoi on veut répondre? Deuxième point, c'est le point le passé est un mauvais conseiller. C'est exactement ce que disait Descartes. On ne peut pas faire du MeToo, se dire voilà ce qui existait, on prend la base et on fait la même chose. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut être en rupture avec ce qui s'est passé et construire de nouvelles références. Troisième point, c'est un point de la critique. Il ne faut pas dire qu'est-ce qui va bien dans mon projet, mais plutôt qu'est-ce qui ne va pas bien et aller chercher toujours à être dans un processus d'amélioration continue. Et puis le quatrième point, c'est la théorie du chaos. Il faut toujours se remettre en cause, toujours se redéfinir. Et c'est là où je dis innover ou mourir, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'innovation n'est pas un choix. L'innovation est une obligation. Si on n'innove pas, on disparaît, parce qu'il y a des gens qui vont le faire à notre place, et ils vont se positionner, ils vont prendre le marché. Tout à l'heure, j'ai entendu, quand on a dit Uber, Airbnb, Facebook, ils sont là chez nous. Bien sûr qu'ils sont là, et ce n'est que le début, parce que c'est des gens qui ont modélisé l'expérience client, qui ont su aujourd'hui, au lieu d'investir dans des hôtels, ils ont investi quand je parle de Booking, le premier hôtelier du monde, il ne possède aucun hôtel. Et pourtant, c'est le premier hôtelier du monde. Uber, la plus grande société de taxi au monde, elle ne possède aucun taxi. Et pourtant, c'est la première. Pourquoi? Parce qu'elle est partie sur les insights consommateurs et elle a modélisé l'expérience client. Donc, elle a pris le plus important. À travers quoi? À travers de l'innovation, à travers des plateformes innovantes. Alors justement, Fahd, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Et nous, ce qu'on est en train de faire sur Islahat, alors nous avons tout simplement créé un environnement start-up où on a pris une équipe qui est complètement indépendante. Quand aujourd'hui, en tout cas modestement, j'ai essayé juste de mixer entre les forces de la GE, de la grande entreprise, et les forces de la start-up qui sont innovation, prise de risque, entrepreneuriat. Et du coup, aujourd'hui, une start-up n'a pas besoin de faire une fiche de paie, elle s'en fout. Une start-up n'a pas besoin de calculer son BFR, elle s'en fout. Par contre, une start-up
doit se concentrer sur qu'est-ce que veut le client, comment je peux le satisfaire et comment aujourd'hui je peux aller très vite pour aller capter l'attention du client. C'est ça ce que veut aujourd'hui une start-up. Et donc du coup, une grande entreprise a des forces, la start-up a des forces. Modestement, je me dis, si on arrive à combiner et à faire de l'intrapreneuriat et non pas de l'entrepreneuriat, au Maroc, beaucoup d'entreprises gagneraient à créer leur futur relais de croissance. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc Islaha, tout simplement, c'est le premier réseau de réparation de smartphones qui aujourd'hui est déployé déjà dans tout le Maroc à travers 12 points de vente, qui est aujourd'hui une approche tout simplement assez innovante puisqu'on va à la rencontre des clients dans des grandes surfaces à travers des kiosques. 12 ou 20, j'ai entendu hier. 12 villes, 12 20 points de 20 vente. points de vente. D'accord. Puisque aujourd'hui à Casablanca, on est déjà plus de 6 points de vente. Et donc du coup, c'est le fait d'aller à la rencontre du client et tout simplement avec une proposition de valeur très basique, c'est de pouvoir réparer votre téléphone dans une moyenne de 20 minutes. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, mais en tout cas à Casablanca, n'importe lequel dans cette salle, si son téléphone se casse, il pensera d'abord marché parallèle. Parce que tout simplement, ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, une boîte qui va aller penser à se dire « mais ça n'existe pas, je vais le faire », ben, il va falloir qu'elle casse les modèles et qu'elle se dise « non, je vais investir tant, il n'y a pas de retour sur investissement, je ne sais pas, je ne peux pas me battre contre ». Et donc ce goût du risque, une grande entreprise ne pourra pas le prendre. Par contre, une start-up le fera sans aucun problème, parce qu'elle va y croire. D'accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... Oui, Madame Beyz veut réagir par rapport à ça. En fait, j'aimerais juste rebondir par rapport à l'intrapreneuriat. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on parle d'innovation, de performance. Je pense que c'est vraiment un des grands leviers de performance aujourd'hui des entreprises. C'est de donner la chance à ses salariés d'avoir, pendant un laps de temps, leur dire, ben voilà, vous avez une idée, vous n'êtes peut-être pas motivé, et puis vous aimeriez bien mettre à concrétisation un projet qui vous tient à cœur. Ben, je vous donne 6 mois pour me prouver, pour pitcher devant le comité de direction, ou bien 3 mois ou autre, pour venir pitcher, tout comme une start-up, votre projet. Vous allez avoir une formation en design thinking, en lean start-up, vous allez avoir un mentor peut-être dans l'entreprise. Et c'est vraiment la start-up au milieu de la grande entreprise, et puis d'où la création d'un statut de salarié entrepreneur. C'est quelque chose qui existe énormément en France, que ce soit BNP Paribas, que ce soit, je pense, chez Total, que ça soit... Donc c'est quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, la culture même du top management des entreprises devrait se dire, en fait, on va pas perdre en productivité, au contraire, on va gagner du temps, justement en promouvant l'intrapreneuriat. D'autant plus que notre écosystème aujourd'hui, je pense que la vision de la start-up n'est pas encore ancrée. Nous sommes encore très loin dans notre écosystème. Je parle de l'État. Ils ne sont pas encore conscients de cette puissance de la start-up et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et je pense que l'entreprise a une responsabilité. Le système de financement, c'est ce que ça soulève comme barrière aussi d'être adossé à un grand groupe. Alors, je vais interpeller Gabriel par rapport à un point qui a été cité par les participants en disant finalement il faut oublier un peu le passé, il faut se réinventer, parce qu'il faut voir l'avenir, il faut le faire différemment. Est-ce que c'est vraiment ça l'innovation? Est-ce que c'est faire fi du passé? Je te donnerai le micro. Alors permettez-moi de citer un cas tout à fait récent qui est assez emblématique. Je suis français et donc vous le savez, nous avons un nouveau président de la République. Et si on regarde son parcours, je dirais heureusement qu'il a oublié le passé. Voilà un garçon, je vais dire, puisqu'il n'a que 39 ans, qui est sorti il y a 2 ans et demi, il n'était absolument pas connu de la France, des Français. Il a fait un parcours étonnant et sur le plan des idées, sur le plan marketing, etc. Et en 2 ans et demi, il est devenu le président de la République française, justement reléguant, on peut dire, les anciennes méthodes, les anciennes approches des hommes politiques reconnus, connus, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et c'est pour moi, en termes même d'innovation, c'est un cas exemplaire. Alors, je veux maintenant en venir à l'industrie. Je trouve qu'il y a à la fois passé et passé. Je ne crois pas qu'il faut rejeter à l'oubli tout ce qui fait la culture industrielle ou historique, parce qu'on se nourrit de la culture pour créer, justement. Mais par contre, il faut savoir casser les codes, et je trouve que les exemples que j'entends d'intégrer la culture de start-up dans des entreprises, dans des grandes entreprises, c'est maintenant, que ce soit en France ou au Maroc, je pense, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant et ancré. Et je me permettrai de citer un cas d'un de mes confrères qui s'appelle Shan Kim, qui a écrit un bouquin que je vous recommande, qui s'appelle La stratégie Océan Bleu.
The Blue Ocean Strategy, et qui dit à tout le monde, eh bien, arrêtez d'être dans des océans rouges où sont tous les concurrents, créez votre propre océan bleu. Et il a tout à fait raison. Et alors il cite une méthodologie que j'applique moi dans l'entreprise où je suis, c'est de créer un comité VIP. Alors il le fait avec humour parce que VIP, on pourrait croire que c'est Very Important Person, pas du tout. Chez lui, c'est Value Innovation Programme. Et il exige, dans les boîtes il est chez L'Oréal, par exemple, il exigeait chez L'Oréal qu'il y ait 2-3 fois par an toujours des réunions de comités VIP où justement ne sont pas les clients. Pourquoi? Parce que le client ne reproduit que le passé. Le client, il regarde dans le rétroviseur. Et donc, ayez l'idée de faire venir évidemment des chercheurs, des gens du développement, du marketing. Et mon conseil, c'est de ne pas faire venir les clients dans un comité VIP. Merci, Marc. Et Je le garde. Non, je le prends, ça va, on se débrouille, je peux en tenir 2. Et je reviens vers toi, Hicham. Tu sillonnes beaucoup le monde, et notamment l'Afrique, de par l'initiative Africa Design Days, Africa Design World, mais également dans ton rôle au sein de la World Design Organization. Tu vois beaucoup de choses qui se passent. Et souvent, je sais, parce que j'ai le plaisir et le privilège d'échanger avec toi régulièrement, sur des choses que tu vois qui finalement viennent de conditions qui, a priori, ne se prêtent pas à de l'innovation, à de la création de valeur. Et finalement, transforment un état de fait qui est un état de fait de contrainte en de l'offre qui est génératrice de valeur dans le sens large, économique, sociétal, etc. Est-ce que tu peux partager avec nous des exemples que tu as vécu, que tu as peut-être accompagnés, qui nous viennent finalement de notre continent, l'Afrique? Merci pour la question. Déjà, l'Afrique, on est en plein dedans. Il y en a beaucoup qui me disent demain, je voyage en Afrique. Je lui dis pourquoi tu es en Suède? Nous sommes la porte de l'Afrique, on est en Afrique. Et à l'heure où on parle, si on parle de créativité africaine d'une manière large, Paris et Rabat sont en train de mettre à l'honneur la créativité africaine. Aujourd'hui, je vois ce titre Digital Days qui défile devant moi depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, on dépasse en termes d'utilisateurs mobiles plus de 700 millions d'utilisateurs mobiles en Afrique. On va atteindre le milliard dans pas longtemps. On est dans un continent en constante effervescence. Si on parle de design, de création d'une manière large, encore une fois, ça touche tous les secteurs. Aujourd'hui, les créateurs et la création africaine, c'est celle qui est la plus sollicitée. Donc, si on parle de start-up et d'idées, d'innovation d'idées, je pense qu'il faudrait que les gens ici, chez nous, ou même ailleurs, innovent en termes d'idées ou de design thinking vers l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer qui ne sont pas mises en éclairage. En parlant de digital, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous, en revenant à ta question. Dans la plupart des entreprises et start-up qui sont dans le domaine du web, du digital, actuellement, je suis en train de travailler avec une équipe sur notre nouveau site web. Figurez-vous qu'au Maroc, pas qu'au Maroc, dans pas mal de pays en Afrique, si vous cherchez un designer interactif, il n'y en a pas. Personne. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, c'est quoi designer interactif? C'est quelqu'un qui est formé, qui est designer, mais qui est formé en tant que designer interactif. Si vous rentrez chez Twitter, c'est Google, à la Silicon Valley, ils recrutent des designers interactifs. Donc aujourd'hui, si vous voulez créer un écosystème web qui met en avant toutes les potentialités d'une région, d'un pays, d'un continent, si vous n'innovez pas et vous n'intégrez pas en termes de design thinking, c'est personnel, c'est professionnel, on est entre guillemets, je m'excuse de l'expression, à côté de la plaque. Alors, dernièrement, quelqu'un, dans mon entourage, dans ma famille, s'il te plaît, c'est quoi le site web David Rabat? Qu'on est en train de créer quand même un forum mondial, économie, design thinking, éducation, industrie. C'est le plus grand événement de design qui n'a jamais été organisé en Afrique. Vous allez chercher un site sur la ville de Rabat, il n'y en a pas. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Oui, mais c'est les villes qui... Ben non, je suis désolé, il n'y a qu'à des start-up, qu'à aller proposer un service. Il y a 12 régions, il y a la politique des régions, de la régionalisation avancée. On est passé de 16 à 12 régions. Au jour d'aujourd'hui, si on veut montrer les potentialités de notre innovation, la première entreprise dans la ville, c'est la ville.
c'est elle qui doit nous mettre en avant dans les secteurs de l'artisanat, du Les tourisme. initiatives viennent du privé. Voilà. C'est ce qu'on disait. Parce que les initiatives viennent du privé, pas du public. Et c'est ça. Alors, et pour finir par rapport à ta question, donc moi j'ai bourlingué dans pas mal de pays en Afrique et on voit finalement des fois qu'il y a des idées là-bas très intéressantes et sur lesquelles on pourrait échanger et s'inspirer. Pourquoi? Parce qu'eux aussi voyagent beaucoup, eux aussi ont leur vécu et eux aussi pourraient venir interagir avec nous et nous proposer des idées et partager. Alors, par exemple, Christian Louboutin, qui est une grande marque que vous connaissez tous, surtout les dames et les demoiselles, vient de développer une collection au Sénégal avec l'artisanat sénégalais pour vendre cette collection dans le monde entier. Et ils ont une politique aussi RSE. Ils sont en train de travailler avec des associations pour aider les femmes à améliorer leurs conditions, etc. Donc, design thinking, ça peut toucher. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique sur lesquelles on peut s'inspirer. Voilà. Beaucoup de choses qui se passent, encore beaucoup de choses à dire. Je suis le maître du temps. Je tiens à vous remercier, vous demander d'applaudir très fort Gabriel, Hicham, Zineb et Fed pour leur participation. Je vous demande de rester avec nous parce qu'il y aura des questions dans la foulée et vous vous installez dans le premier rang. Et j'appelle Nabil Hilali, professeur donc, à ESK, Nasr Mimda, docteur et directeur de l'Executive Education chez École Centrale, et Jean-Marc Ménien, directeur général Shoppermind, groupe Altavia, à me rejoindre. Et jingle, le temps que les gens s'installent. De la créativité à l'innovation, de l'innovation à la performance. Et on va commencer par Jean-Marc, qui va partager avec nous, en guise de stimuli pour démarrer, 4-5 slides sur une réflexion sur le sujet, des exemples mythiques voilà, qui vont nous rappeler. Et donc je demande à c'est bon, on y est déjà, et je te remets ça pour pouvoir passer envers Next et Back. Et je te remets le micro. Bien, mais je vous remercie beaucoup. En fait, le rôle de Shoppermind au sein du groupe Altavia, c'est d'étudier les évolutions de tendances de consommation. Et donc, quand on parle de consommation, on parle de services, on parle d'usage. Et Dieu sait si avec toute l'évolution connectée du monde actuel, il y a pas mal de choses à voir. Mais simplement pour commencer, un exemple non connecté, mais très simple, dont parlait tout à l'heure, qui aurait beaucoup plu à Descartes, dont notre collègue parlait tout à l'heure, c'est simplement celui-là. Hop, voilà. Ça, c'est une grande innovation et qui est complètement tournée vers on entend beaucoup le customer centric en ce moment, eh bien il y avait la mythique bouteille de ketchup, il y a beaucoup de gens qui s'en sont mis plein les mains, plein la table et plein les genoux pendant des années, et bien simplement l'innovation elle a été très très simple, c'est de retourner pour que le produit soit en bas, tienne debout sur la table et accepter donc que l'étiquette soit à l'envers par rapport à la tradition. Et je trouve que là, on n'est pas dans le connecté, mais on est vraiment dans un exemple typique de ce qui est disruptif. Et là, on parle de Heinz, institution américaine, donc il aurait pu commencer avec ses bouteilles en verre. Deuxième objet mythique, il vient des États-Unis aussi. Voilà, c'est Amazon Dash. Amazon Dash, c'est très simple, il y a beaucoup d'achats qui vont devenir répétitifs. Donc les achats répétitifs, on achète toujours la même chose. Eh bien, Amazon Dash, c'est un petit bouton connecté que vous allez poser dans votre foyer, par exemple sur votre machine à laver, parce que vous achetez de la lessive toutes les semaines. Vous achetez toujours la même. Et un jour, vous ouvrez votre placard, il n'y a pas de baril. Eh bien, avec le bouton TID, par exemple, Amazon Dash, vous appuyez sur le bouton, il envoie la commande tout de suite à Amazon, avec votre accord bien entendu, et vous recevez le produit sous 24 heures ou moins de 24 heures, suivant les villes. Voilà. Donc, on est vraiment dans une relation totalement inversée, et ça ne s'arrête pas aux États-Unis, puisque quand on regarde, alors, pardon, excusez-moi, un autre exemple Amazon, ils ont sorti ce qu'on appelle une douchette dans la cuisine. C'est encore en test, mais vous voyez qu'on est quand même dans le beau, on est dans des objets qui sont intégrés au foyer, qui sont beaux, qui ont pour vocation à être posés sur le comptoir de la cuisine. Et puis, c'est un scanner de QR code, c'est-à-dire c'est pareil, vous ouvrez votre frigo, il vous faut du lait, des yaourts, etc. Et une fois que votre shopping list digitale est faite, vous cliquez sur le bouton et Amazon s'occupe de vous faire livrer les produits dans les 24 heures. Autre exemple assez intéressant dont vous avez peut-être entendu parler, c'est chez Darty en France, qui vient d'être acheté par la FNAC. Et en fait, pour beaucoup de retailers, quand vous avez un problème, vous appelez un standard, qui bien souvent est électronique.
bonjour, vous appelez, vous avez un problème de service après-vente, tapez 1, vous voulez joindre un commercial, tapez 2, vous voulez, etc., etc., etc. C'est un Et irritant. ça marche jamais. Et ça marche jamais. Voilà. Et on perd, et en plus, en général, on dira très cher les services. Voilà. C'était devenu un modèle économique. Eh bien, Darty a complètement inversé avec le mode connecté. C'est-à-dire qu'il a inventé le bouton. C'est un magnète connecté que vous posez sur votre frigo ou que vous pouvez en avoir application sur votre téléphone. Et quand vous appuyez dessus, ce n'est pas vous qui appelez, c'est Darty qui vous appelle dans la minute. C'est-à-dire que le temps moyen de réponse de Darty quand un de ses clients appuie sur le bouton, il est de 39 secondes. Donc on inverse complètement, on est dans un design d'usage, un design de service qui est totalement utilitaire. Et puis le dernier objet mythique, c'est on a tous peur des robots. C'est terrible. Eh bien un robot, si on y met du design dedans, du design thinking, du design connecté, vraiment, il peut avoir des succès terribles. Pourquoi le succès de Pepper? D'abord, il est plus petit qu'un homme. C'est tout bête, c'est un peu comme la bouteille d'Heinz, mais voilà. Après, il est vraiment en empathie totale, il réagit, il ne fait pas peur. Il n'a surtout pas un visage d'humain. Et donc voilà, c'était un petit peu ces exemples que je voulais pour dire que nous qui conseillons principalement des retailers et des marques qui, bien entendu, sont avides d'aller plus à la rencontre de leurs clients, le design de service, le design d'usage et le design connecté est un vrai moteur d'innovation et du coup de performance, bien entendu. Merci. Donc Jean-Marc Ménien, directeur général de Shoppermind, groupe Altavia. Je me tourne vers Nabil Hilali, qui est professeur, chercheur, senior consultant en innovation management, marketing et design thinking. Voilà, j'ai essayé de tout lire pour ne pas qu'on me reproche d'avoir omis des choses. Nabil est donc un grand expert d'innovation, pour faire simple. Et je souhaitais t'interpeller, Nabil, par rapport à l'évolution de ce concept. Et finalement, on en parle, mais est-ce que l'innovation est quelque chose d'innovant? Ou est-ce que finalement l'innovation a toujours existé et puis on est juste en train de la traiter un peu différemment? Oui, merci. Merci beaucoup, Reda, pour ta question. Bonjour donc tout le monde. Bonsoir, je ne sais pas, donc il fait sombre ici, j'ai l'impression d'être au soir. Okay. Donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci au panel précédent. Et de toute façon, toutes ces idées-là se connectent. Alors, la problématique donc, de l'innovation a toujours été au cœur des organisations, je dirais, depuis l'invention du management moderne par Tyler. Okay. Donc Tyler, c'est le premier consultant de l'histoire, c'est le premier qui va instruire donc l'innovation et plus spécifiquement même le design thinking. Hein. Donc j'ai écrit donc un article là-dessus qu'on peut retrouver donc facilement. Tyler est l'inventeur du design thinking, ce n'est pas Tim Brown, désolé. Okay. Et on peut voir que l'innovation est au cœur des organisations depuis tout le début. Donc aujourd'hui, donc maintenant, on arrive à une époque, bien sûr, où la globalisation, la concurrence donc s'intensifie et on cherche bien sûr à se démarquer, et notamment les économies donc développées. Et c'est à ce moment-là, voilà, qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose donc qui s'appelle qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose donc, qui s'appelle l'innovation et on met le paquet là-dessus, donc par le biais on vient en parler donc tout à l'heure, de l'open innovation, l'innovation produit, l'innovation service, etc. Maintenant, il faut faire très attention, hein, il faut faire très attention à la façon avec laquelle on s'approprie l'innovation, parce que le risque c'est quoi? Le risque c'est que, et je pense qu'on va y arriver, et surtout donc les économies développées, on va arriver vers ce que la recherche aujourd'hui appelle l'innovation fatigue. C'est-à-dire, à force de dire innove ou, innove ou meurt, faut que tu innoves, faut que tu installes l'innovation impérativement, on arrivera à un moment où il y aura cette innovation fatigue et justement qui est très dangereuse. Alors, du coup, il faut penser donc l'implémentation de l'innovation. Il faut penser l'implémentation de l'innovation dans les process, donc dans les services, mais d'une façon rationnelle, je dirais même d'une façon donc apaisée, et former donc les différents acteurs, donc surtout à capter ce qui drive donc l'innovation. Et pour faire donc un lien avec ce qui a été dit précédemment, donc la recherche montre que justement donc aujourd'hui, ce qui fait driver donc l'innovation, c'est le design. Okay. Alors le design, donc on vient donc d'en parler, c'est ce qu'on appelle design driven innovation. Donc c'est le concept clé. Et donc Hicham Lahlou, quand il dit
par exemple, dans une logique donc, marocaine, on ne trouve pas encore de designers donc, à l'intérieur des entreprises. C'est une problématique dans les économies émergentes, même dans des économies donc, développées comme la française. Okay, donc, la France, bon, donc je peux en parler, bien entendu, donc, comment dire, a essuyé donc, un recul par rapport donc, à l'économie anglaise ou l'économie américaine ou les économies scandinaves, parce qu'on n'a pas su s'approprier le design driven donc innovation. Et donc aujourd'hui, c'est cela le cœur donc du sujet, c'est-à-dire quand une entreprise arrive à comprendre ce que c'est que l'innovation à travers le design. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le design? Je sais que je m'étends. Non, vas-y, oui, parce qu'il faut le dire. D'abord, il faut le contextualiser. Alors le design, c'est un mot anglais et qui veut dire autre chose qu'en français. Parce que la problématique, justement, ce mot, donc en France et en langue française, est traîné comme un boulet. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend le design comme de la déco, comme la décoration. Ici, donc vous parlez à quelqu'un, vous dites ah design, daro décor. Ok, très bien. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec daro décor. Ok, c'est surtout donc loin de ça. Donc le design, c'est concevoir. Ok, en étant centré sur l'usager, sur l'utilisateur. C'est le cœur donc, de la pensée, donc design thinking, donc le user-centered design. Pourquoi? Parce que c'est un paradigme très important qui change par rapport au paradigme classique du management, à savoir le paradigme du marketing. Le paradigme du marketing, il vous dit quoi? Allez observer le marché et puis répondez au marché. Donc le paradigme design thinking, le paradigme du design management, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit centrez-vous donc sur l'usager. Je remercie la présentation, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec ce que fait Amazon, ce que fait tout le monde, c'est quoi? C'est que tout simplement, on s'est centré plutôt qu'aller voir ce qui se passe sur le marché, on s'est centré sur ce que fait un usager, et à partir de ce que fait un usager, on a fait émerger des produits et des services, justement, qui ont cette tendance. Un dernier chiffre pour terminer donc là-dessus. Donc une étude aux États-Unis a montré que les entreprises qui sont design conscious companies, autrement dit, les entreprises qui intègrent le design, non pas comme une cosmétique, mais au niveau stratégique de l'entreprise, ont une performance de 228% supérieure aux entreprises classiques. C'est par rapport au top 500 des entreprises de Standard & Poor's. Merci Nabil, merci pour ces chiffres. Alors, tu parlais d'un sujet très important, c'est que ce n'est pas intégré dans les entreprises et ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel les gens sont formés. En transition, je me retourne vers Nassef Mimda, qui est donc PhD, directeur de l'Executive Education chez l'École centrale de Casablanca, pour te poser une double question. Un, comment est-ce que tout cela est intégré finalement dans la manière dont les programmes de l'École centrale sont conçus? Est-ce qu'on peut parler de design thinking dans le monde de l'éducation? Et plus spécifiquement, est-ce que vous saisissez cette opportunité finalement de ce besoin de formation en design thinking? Est-ce que ce sont des sujets qui sont intégrés dans les programmes qui sont proposés? Alors, je peux très rapidement répondre oui en disant oui, on le fait, mais j'aimerais quand même revenir un peu en amont et essayer de mettre les choses en perspective. J'aime bien le rappel que vous faites en disant qu'on est passé d'une économie du marketing à l'économie du design, ce qui est complètement vrai. Et vous avez alerté aussi sur la fatigue, sur l'innovation. Et du coup, moi j'ai aussi envie d'alerter. On avait un peu discuté avec M. Hudtower sur aussi la fatigue sur le design. Je suis par ailleurs aussi dans mes fonctions, je suis aussi intervenant consultant en France sur l'accompagnement en innovation auprès de grands groupes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le design, et du moins en France depuis maintenant une dizaine d'années, 2008-2006 pour être plus précis, est arrivé comme étant une méthode facilitée par le succès de IDEO aux États-Unis. Donc IDEO, c'est la nouvelle boîte de conseil qui a bouleversé les choses. Et je voudrais mettre en perspective un peu l'évolution de l'économie en général. N'oublions pas que lorsqu'on a inventé l'entreprise moderne, et c'est bien que vous remontez à Taylor, on était dans une économie où du moment qu'on apportait une offre, elle retrouvait une demande. Et souvent, dans cette économie-là, c'était l'ingénieur qui avait le dessus. Et donc l'ingénieur, dans la mesure où il arrivait à concevoir un produit, le marché était preneur, et on était dans une économie de production. Et puis par la suite, on est passé sur une économie de consommation et du coup le marketing, et on est resté plus ou moins sur le même paradigme. Or, une entreprise, c'est deux cycles. C'est marche depuis les années 60. C'est à la fois un cycle d'exploitation, c'est exploiter le business model actuel, mais aussi un processus d'exploration. C'est ce qu'on appelle l'ambidextrie organisationnelle. L'ambidextrie, c'est d'être agile des deux mains. Et toute entreprise doit être capable à la fois d'exploiter son business actuel, faire tourner la boutique, chauffer la soupe, mais aussi explorer.
Et c'est là où la légitimité et la logique de l'innovation prend tout son sens dans une organisation. Une organisation doit toujours, et compte tenu de la dynamique, compte tenu des temporalités, compte tenu du time to market, de la rapidité qu'on a aujourd'hui au niveau des marchés, d'être tout le temps dans cette phase, dans cette force à la fois d'exploration, penser aux produits de demain, aux services de demain, aux manières de manager aussi de demain, parce que l'innovation, elle est quand même assez large, mais en même temps, et c'est ça d'ailleurs la difficulté, maintenir son activité d'aujourd'hui. Et donc la difficulté qu'on a quand on rentre dans des problématiques de gouvernance d'innovation, comment je gère d'innovation. Alors je rappelle toujours quand je parle de ça que innovation, organisation, c'est des choses antinomiques. Hein. Organiser, c'est stabiliser, innover, c'est un peu exploser, détruire. Et quand on est face à des managers, ils ne savent pas comment faire les choses. L'exemple tout à l'heure de monsieur de créer notamment une task force, une spin-off, c'est des choses qui ont été effectivement menées par ailleurs, mais il y a toujours des problématiques derrière, de réapatriement de ces gens-là qui ont pris une certaine liberté et comment on les réintègre. Et souvent, on fait face à des problématiques de RH quand on commence à traiter sur l'innovation. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre, qu'il faut intégrer dans une logique, à mon avis, un peu plus large, beaucoup plus à la fois sur une dimension qui sont des dimensions à la fois de production. Donc moi je crois aussi qu'il y aura toujours aussi du technological push. On peut aussi imaginer qu'il y a des opportunités d'innovation qui vont arriver avec l'arrivée de nouvelles technologies. Il y a aussi du market pool. Et c'est là effectivement l'approche design a pu apporter ça. Mais aussi, j'ai envie de dire, du political push aussi. On peut aussi parler de social. Donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de complexe parce que l'innovation c'est créer du nouveau et le nouveau est multivariable, multidimension. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire l'innovation peut provenir et surgir de différents niveaux. Et pour répondre à la question que vous me posez initialement, oui, déjà le design thinking on l'enseigne dans nos formations, dans nos masters spécialisés. On fait aussi les fameux crash courses que vous connaissez très bien. On fait toujours l'exemple du cadeau, mais on peut aller un peu plus loin et on met en place des projets d'innovation. Et d'ailleurs, j'insiste un peu même sur la thématique, parce que quand on parle d'innovation, c'est tout un processus. L'innovation n'est pas un instant, c'est un processus. Et un processus qui commence de l'idée, et on est tous capables d'avoir des idées, mais après, c'est cette capacité à monter en puissance pour ramener cette idée qui peut être disruptive, géniale, farfelue, rentrer le plus près ou le plus proche des besoins du marché de l'entreprise. Et là, on va gagner en pertinence. Parce que, comme toute décision stratégique, il faut être sur 3 leviers. La pertinence, est-ce qu'on doit le faire? Ou relevancy, et on peut même citer les différents exemples. La faisabilité, est-ce qu'on peut le faire? Et enfin, l'acceptabilité. Est-ce que ça peut marcher avec nos différents partenaires? Merci, merci Nasser. Alors, on parle, Jean-Marc, je me retourne vers toi, on parle d'innovation, de cette notion de faire les choses différemment, de passer de la stabilisation vers aller explorer finalement explorer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de risque finalement derrière? Et comment, dans le cadre des solutions que vous apportez, dans le cadre d'Altavia, dans la notion de retail, c'est intégré quand on va investiguer des choses? Alors déjà, je répondrai que effectivement, l'ancienne économie avait des services R&D, recherche et développement, qui ont été un peu détruits par l'économie financière, on va dire, sans faire de débat critique. Mais en tout cas, on a laissé un peu tomber parce que c'était une économie facile de supprimer ou d'alléger la R&D. Il faut absolument que les entreprises remontent des labs, et des labs en spin-off. Et si je prends l'exemple de la Poste en France, quand elle s'est mise à digitaliser ses postiers qui sont hyper syndiqués, très difficiles à... Voilà, c'est qu'en fait, ils ont créé un spin-off pilote et... Vous parliez de réintégrer ça après dans la culture d'entreprise. C'est un peu le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que ça marchait tellement bien, c'est qu'il y a énormément de bonnes volontés qui ont commencé à vouloir suivre. Factéo, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Donc c'est n'importe comment une nécessité d'innover. Alors après, deux choses, ça amène effectivement l'innovation fatigue. Je suis d'accord, le design fatigue, parce que on est dans du test, learn and fall. Test and learn, ça veut dire qu'effectivement, celui qui doit décider, c'est le client, c'est l'usager, comme le disait mon camarade. Après, il faut accepter le fall. On apprend plus souvent de ses échecs que de ses succès, surtout dans ces technologies, dans ces évolutions sociétales, plus que digitales d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a cette part de risque. Eh bien, les budgets qu'on mettait sur un service R&D il y a quelques années, il faut absolument les remettre maintenant dans un lab, un retail lab, un product lab, un design thinking, etc. Alors nous, ce qu'on apporte, je prendrai le cas, alors je prends pas un cas français, mais un cas personnel il y a quelques années. Coca-Cola vient me voir, à l'époque c'était l'embouteilleur espagnol, et vient me voir dans un salon à Paris en disant « il faut qu'on réinvente le point de vente de demain ». Voilà, l'alimentation générale de Médina, la brasserie, et puis ce qu'on appelait les dépôts de lait. Et
il me disait, mais j'ai dit, attends, mais tu as eu 150 fois la même problématique dans tous les pays du monde. Non, on ne communique absolument pas entre nous. Très bien. Donc en fait, je suis arrivé à Casablanca, et effectivement, il y avait un quasi-monopole à l'époque, et tout était rouge. Et on ne voyait plus la marque. Donc il a fallu apprendre, et donc on a organisé un séminaire, en ayant travaillé avec les équipes commerciales, marketing et même dirigeantes, pour arriver à se convaincre qu'il fallait nettoyer le réseau un peu de rouge. Je prends l'anecdote, je la cite souvent, mais les vendeurs avaient un pot de peinture rouge dans leur voiture, et quand ils étaient à Zagora et l'alimentation générale, hop, ils repassaient un coup de rouge et ils collaient un sticker. Voilà. Donc c'est toute cette pédagogie. Donc nous, on accompagne en workshop, en prenant énormément d'insights clients internationaux, parce que nous sommes un observatoire présent dans plus de 30 pays grâce au groupe, et donc d'amener des insights, de montrer comment d'autres ont innové sur des problématiques qu'ont le client, et puis bien entendu de faire adhérer, de faire rentrer dans l'ADN d'entreprise, oser, oser, oser. Et c'est vraiment notre rôle, nous, en tant que conseil. Merci Jean-Marc. Je reviens à ton avis. Tu voulais peut-être réagir? Oui. Et je te poserai une question dans la foulée. Question, Reda, donc je ne la perdrai pas. Donc tu l'oublies pas. Je la poserai. Ok, donc merci. Je voudrais juste revenir, parce que des fois on se sent responsable quand on lance des concepts comme ça, comme celui de l'innovation en fatigue. Attention, donc dans une justement des dernières recherches faites par un collègue justement président de la chaire de capital immatériel donc à Paris, on avait échangé donc là-dessus. Par rapport à la transformation digitale et tout ça, attention, l'innovation fatigue, ce n'est pas quelque chose qui est actuel, okay, c'est-à-dire c'est un risque propre aux économies les plus développées. Donc maintenant, nous, c'est-à-dire dans les économies émergentes, en l'occurrence donc l'économie donc marocaine, j'aimerais bien qu'on soit fatigué par l'innovation. Voilà, j'aimerais bien qu'on soit fatigué par le design, ok, mais on n'y est pas encore. Et surtout en ce qui concerne donc le design, c'est-à-dire quand je prends mes étudiants à l'ESCA, que ce soit en 4e année, donc en 5e année, donc en dernière année, qu'on les forme sur des process design thinking ou bien d'open innovation ou bien de management et qu'on voit ce qu'ils sont possibles de faire, ok, donc l'output, on dit, ok, c'est génial, ils vont être diplômés, ils vont être recrutés et là ils vont pouvoir donc implémenter bien sûr un soupçon donc d'innovation. Maintenant, en ce qui concerne donc le design, donc voilà, donc l'été dernier, ok, donc à Boston, au sein du Design Management Institute, j'ai participé à une conférence internationale et j'ai échangé donc avec mes collègues sur le sujet, bien sûr, à l'international. Alors il s'avère quoi? C'est quoi l'état des lieux? L'état des lieux, aux États-Unis, on travaille encore pour implémenter le design management, le design thinking. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc au Japon, c'est un petit peu donc incrusté de par donc la culture. Alors en Afrique, on est en train d'accrocher donc le wagon parce que c'est pas mal ce qui se fait, ok. Donc je parlais par exemple de l'expérience, voilà, quand lui, ok, donc il arrive à faire un péage d'autoroute, ok. Le haut vent, le fameux haut vent, le M. Oui, attention, ça c'est une expérience, je dirais, par-delà le fait que ce soit Hicham Lahlou qui l'a fait ou pas, ok. Bon, bien sûr, c'est lui qui l'a fait. C'est une expérience donc unique, parce qu'on ne trouve pas à l'échelle donc du monde des expériences où des designers donc arrivent à convaincre des pouvoirs publics, arrivent à convaincre des architectes, ok, arrivent à convaincre des industriels d'intégrer bien sûr donc la valeur donc design. Et maintenant, pour bien le comprendre, je vous donne une expérience des États-Unis. Indra Nooyi, c'est la CEO de Pepsi. Quand elle prend les rênes de Pepsi Cola il y a quelques années, quand elle arrive chez Pepsi Cola, il n'y a pas de culture design, il n'y a pas de culture design management. Il y a une culture donc marketing. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène dans ses bagages un designer. Et ce designer, quand elle veut bien sûr l'imposer, bien sûr en management de Pepsi Cola, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, écoutez, nous, voilà, on a roulé des épaules, on a dit, écoutez, nous c'est Pepsi Cola, c'est pas rien, le marketing donc on maîtrise, donc on n'a pas besoin d'un designer, on voit pas ce qu'il va nous apporter. Alors, et bien sûr, l'inclusion de ce designer chez Pepsi Cola était très difficile. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit un mail qu'elle a envoyé à l'ensemble de ces cadres en leur disant, voilà, j'ai décidé d'implémenter le design management par l'intermédiaire de cette personne. Si vous n'êtes pas d'accord, invitez-moi à votre pot de départ et je vous promets d'y assister. Voilà, c'est le management donc à l'américaine, c'est Indra Nooyi. Et finalement, qu'est-ce qu'il va venir? À un moment donné, il va convaincre tout le monde. Alors, il va commencer, par exemple, il va prendre la division snacking. Alors, en regardant la division snacking, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est pertinente, il
il va observer, donc l'user centered design, il ne va pas voir les études de marché, il va voir où c'est que les gens mangent des paquets de chips. Il va observer qu'aux États-Unis, on mange beaucoup de chips au bureau. Alors, il va observer comment est-ce que les gens mangent des chips au bureau. Et la première observation, issue bien sûr des méthodologies design thinking, il va voir que les dames ne mangent pas les chips comme les hommes. Donc, si vous donnez un paquet de chips à une dame et vous donnez un paquet de chips à un monsieur, vous allez tout de suite voir que la démarche, on peut faire l'expérience, si on a un paquet de chips, on peut voir que la démarche, elle est toute complètement donc, différente. C'est-à-dire, madame, elle va ouvrir très doucement, elle va éviter donc de faire du bruit, ça renvoie à beaucoup de choses, ça renvoie à l'obésité, ça renvoie au grignotage, et elle va prendre donc les chips une par une. Le gars, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose. Il va l'arracher, il va va le se prendre goinfrer. deux ou trois, etc. Et tout. Alors, le designer chez Pepsi, qu'est-ce qu'il a vu? Voilà. Il a vu C'est que... bon. C'est quoi le problème Alors- Non. alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'usager de sexe féminin, l'usager de sexe masculin n'interagit pas avec un packaging chips de la même manière. Et là, le designer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer comment est-ce que les dames mangent ces paquets de chips. Et là, il va dire que tout simplement, le paquet qui s'ouvre avec beaucoup de bruit n'est pas adapté. Alors, il va aller chercher le code packaging du chocolat. Et du coup, il va installer donc les chips une par une dans un espèce Micro, de Nabil, tube. micro. Oui, dans un espèce donc de tube. Je vais faire le mime. Oui, et le tube, ok, d'accord, tu le fais bien. Et le tube, il va prendre la forme d'un tiroir. Et du coup, il a pu observer dans le bureau que justement donc les dames, grâce à ce packaging, elles ouvrent le tiroir. On a juste à développer, à ouvrir, et on prend les chips par une tranquillement. Il n'y a pas ce brouillard, etc. Donc, et tout. Oui, dans une logique comme ça. Et là, les marketeurs, ils ont pu voir... Fed Benani me fait remarquer qu'on apprend depuis toujours d'ailleurs beaucoup des femmes, donc ce n'est ni le début, Mais je ni la première, ni la dernière Bien fois. sûr. Si Bien vous sûr. me permettez la Bien transition, sûr, sur parce le que leadership, je termine juste là-dessus, je vous passe la parole. Donc là, cette histoire donc, de Pepsi, elle est anecdotique, mais elle a montré au management, pourquoi? Parce qu'ils ont vu tout de suite la création d'un nouveau marché, à savoir les chips pour femmes. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu donc, auparavant. Les chiffres ont commencé à augmenter, et là, le design s'est implémenté au sein de Pepsi Cola Corporation. Et là, donc, si j'ai des chefs d'entreprise ici, je voudrais te dire la chose suivante. Prenez un designer, d'accord? Pas, peut-être que Hicham Halou, il coûte trop cher, je n'en sais rien. Non, il s'est s'adapter. Je plaisante. Un témoignage, on a des Je plaisante, ambassadeurs. donc justement, les designers... Ouais. C'est les soldes chez Hicham voilà. Hello, du 11 mai jusqu'au 31 décembre, exceptionnellement cette année, avant Ramadan. Call to action. Nabil, s'il te les plaît, designers tu coûtent pas clôtures cher. sur... Et tu Alors, voulais réagir je voulais réagir sur pour qu'on puisse donner très Ouais. rapidement la parole à la Effectivement, salle ouais. aussi. Juste pour réagir sur le point, parce qu'effectivement, on a parlé d'innovation fatigue et de design fatigue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un pays, si on se remet dans notre contexte spatio-temporel, c'est-à-dire celui du Maroc et de l'Afrique en général, en stratégie, on parle toujours du first mover advantage, l'avantage du poignet. Il y a aussi le late mover advantage. Et c'est vraiment sur quoi on veut parler. Effectivement, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire il faut des gens qui sont dans l'innovation, il faut des gens qui sont dans le design, il faut ceci, cela. Néanmoins, parce qu'on a cette chance, ou du moins transformons cet état en chance, d'avoir vu des entreprises, d'avoir vu des pays, d'avoir vu des régions du globe se vautrer ou se tromper sur une manière d'intégrer l'innovation et le design, apprenant de cela. Et ce que j'observe aujourd'hui en venant de France et ce qui se passe au Maroc, c'est qu'on est en train de reproduire à l'identique, mais vraiment à l'identique, sur beaucoup de choses, un effet de mode, sur plein d'initiatives, sur plein d'éléments. Je ne dis pas qu'il faut aller dans ce sens, c'est juste comment est-ce qu'on peut s'approprier ces éléments-là. Je parle des hackathons qu'on est en train d'organiser, Exact. je parle du design, je parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on va en France, on peut parler de fatigue, moi j'appelle ça l'effet soufflé. Vous lancez des dynamiques, vous lancez des choses, vous promettez monts et merveilles aux personnes, et puis derrière, on n'a pas organisé l'institution, les organisations pour recevoir cet effort et cette énergie où les gens mettent énormément du leur. Et après, on s'étonne que les gens ne le veulent pas. Bah, écoutez, parce que ça n'a pas été bien préparé. Donc, ce qu'on veut retenir comme leçon éventuellement du late mover advantage, si on veut reprendre un peu cette approche-là, parfait, faisons-le parce que c'est important et c'est important à tous les égards. C'est important d'écouter le client, c'est important d'utiliser l'utilisateur, c'est important de mobiliser les sciences humaines, que ce soit en histoire, que ce soit en sociologie, en ethnologie, en ethnométhodologie, etc. Et toutes les disciplines sont bonnes à prendre, mais pensons à l'après.
parce que ça n'a pas été vraiment pensé dans d'autres pays pour qu'on soit effectif, efficient et qu'on atteigne nos objectifs. La régie me fait signe je vais quand même prendre une ou deux questions de la salle si on a. Pour le deuxième panel et pour le premier panel. Oui. Oui, Khalid Chafaqé, inventeur des téléboutiques au Maroc et plusieurs success stories. J'aimerais qu'on prenne cette initiative qui est extrêmement intéressante du Digital IT Days pour créer le Design Think Tank de Casablanca grâce à la contribution de M. Hicham Mehlo et le panel d'excellence avec le monsieur qui est là. Merci. Merci. Appel lancé. Vous aurez l'occasion d'en discuter. Est-ce qu'il y a des questions? On me fait signe. En tout cas, les panélistes sont à votre disposition. Je remercie et ceux du premier panel et ceux du deuxième panel. Et je vous demande de les applaudir bien fort, d'avoir pris de leur temps pour partager avec nous leurs expériences. Merci beaucoup. Hicham en a parlé, mais Nabil me demande d'en reparler. Donc Hicham avait annoncé tout à l'heure que les World Design Talks se tiendront du 28 au 30 juin à Rabat, qui sont un événement mondial, et que dans quelques jours... Hicham, tu veux en toucher un mot? Et on finit sur ça avant de passer la main à... Oui, au fait, d'ici le week-end, vous pouvez aller sur www.africadesigndays.org et vous aurez toutes les informations et puis pouvoir accéder, vous inscrire pour participer au forum. Et les marques désireuses de s'associer à cet événement sont voilà. également... Et s'il y a des grandes marques qui voudraient être partenaires et sponsors, welcome. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre attention et jingle de clôture ou de transition. Merci beaucoup.